Got gun, Hulk left slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 453 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour débriefer la 11e semaine de NFL à mes côtés ce mardi pour l'enregistrement, ce mercredi si vous nous écoutez ou les jours suivants. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Il est de retour, énorme demande sur les réseaux sociaux, je tiens à le dire. Grégory Richard est avec nous, bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Qui est revenu spécialement pour débriefer le dernier match d'Atlanta, qui a été fameux. Tout à fait. Non, mais moi j'avais dit, la NFL, j'ai tourné la page, parce qu'on fait les podcasts draft dont on reparlera cette semaine. Mais bon, voilà. Je me suis dit c'était l'occasion ou jamais. Voilà, ça m'a rappelé des super souvenirs d'il y a quelques années. Donc, vivement qu'on en parle. Non, mais tu t'intéresses au futur des Falcons. Donc, dans les faits, tu es sur les podcasts draft. Donc, le présent est un peu plus déprimant. Donc, exactement. Intéressons-nous au futur. Cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport, avec les fêtes qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Tous les liens sont sur l'article du podcast sur le site. Évidemment, n'oubliez pas qu'ils ont aussi des casquettes et des maillots NFL. On va parler défense, on va parler jeu au sol, on va parler Vikings qui gagnent. On se croit au début des années 2000, mais non, c'est le débrief de la 11e semaine de NFL en 2021. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Alors j'aime bien ce jingle, mais je ne sais pas si c'était le plus punchy pour attaquer une émission. Voilà. Bon, c'est cool. Je regrette mon choix un peu à la va-vite d'avant l'émission. Donc, Chiefs 19, Cowboys 9. Les Chiefs qui gagnent encore, ça fait 4 victoires de suite et surtout ils gagnent grâce à leur défense. Aucun touchdown pour Dallas dans ce match. Kansas City n'a jamais vraiment été inquiété. Est-ce que les Chiefs se sont trouvés une défense? Grégory, toi qui es de retour, à toi l'honneur. Manifestement, oui. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement l'intégration, par exemple, d'un joueur comme Melvin Ingram ou si c'est vraiment des joueurs qui se sont pleinement refocalisés au cours de ces dernières semaines, notamment depuis la rouste du côté de Tennessee. Mais en tout cas, on ne voit clairement pas la même intensité défensive. Notamment, alors je ne sais pas là au niveau du plan de jeu de Dallas, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup été sollicités au niveau du backfield défensif et on a vu qu'il y avait quand même pas mal de réactivité dans ce domaine-là. Je pense à certaines actions, on a notamment vu un Aldarius Need assez détonnant, notamment sur la couverture. Je crois même qu'il a une interception à la clé. Donc voilà, et puis ce pass rush très clairement, et c'est pour ça que je parlais de Melvin Ingram en amont, on voit que c'est clairement pas la même chose. Bien entendu, il y a un Chris Jones qui a porté à bout de bras cette ligne défensive et il faudra en parler. Mais oui, clairement, déjà, si dans les tranchées, les Chiefs se font respecter défensivement, il y a plus de chances que derrière, ce soit un petit peu moins la pagaille. Raphaël, Chris Jones, clairement, c'est le catalyseur. 3 sacs et demi, un fumble provoqué, un fumble recouvert. Cette pression, c'est le grand bonhomme de cette défense. Oui, c'est le grand bonhomme. Et les Chiefs ont décidé de le réaligner au centre de la ligne. Ils avaient tenté en début de saison de le mettre sur l'extérieur parce qu'ils avaient le sentiment de manquer de pass rush. Et ils se disaient peut-être qu'on peut essayer de combler comme ça ce manque-là. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. Du coup, ils ont remis leur meilleur joueur à la position qui lui va le mieux. Et clairement, ça a un impact. Enfin, il est nettement plus performant là. Tu l'as dit, ses stats, 3 sacs et demi, des pressions, une passe défendue qui permet une interception parce que c'est lui qui type la passe. Et donc, ça fait du bien à toute cette ligne défensive parce que sur la majorité des snaps où Dak Prescott est sous pression, au final, les Chiefs ne rushent le quarterback adverse qu'avec 4 joueurs. Et donc, ça leur a permis à de nombreuses reprises d'avoir 7 joueurs en couverture et notamment de laisser leur linebacker plus sur de la couverture plutôt que d'aller blitzer en permanence. Et donc, ça a fait la différence, surtout face à un corps de receveurs de Dallas qui a été
un peu dépeuplé au fur et à mesure de la rencontre, on va dire, parce que donc il y avait Cooper absent avant la rencontre et CeeDee Lamb a dû la quitter pour cause de commotion. Donc progressivement, face à un corps de receveurs moins effrayant, le fait de pouvoir vraiment museler avec son backfield défensif 7 joueurs en couverture et 4 autres suffisants pour mettre la pression, ça a été la clé. Donc ils ont l'air de retrouver une identité finalement en fait. Et je crois que Chris Jones symbolise ça en étant remis au centre de l'attention. Greg, 4 victoires de suite sans prendre plus de 17 points à chaque fois, c'est significatif, même face à des équipes qui sont parfois diminuées quand même. Il manque du monde, là encore pour Dallas, il n'y avait pas d'Amari Cooper. Mais ça reste significatif en NFL de ne pas prendre plus de 17 points 4 fois de suite. Oui, très clairement. Surtout que, bon, là, c'est sûr qu'en effet, je rejoins totalement Raph. Il y a eu des problématiques liées notamment à Cooper et à Lamb, mais on voit que derrière, il y a toujours eu du côté de Dallas depuis le début de la saison une certaine rotation avec Michael Gallup, avec également Noah Brown qui montre des choses intéressantes depuis le début de la saison. Il me semble que Cedric Wilson était là, sauf erreur de ma part. Donc il y avait quand même cette profondeur. Alors après, c'est vrai qu'au-delà des problèmes de blessures. Voilà, il y a aussi eu la situation autour d'Ezekiel Elliott qui est sorti pendant un moment, ce qui n'a pas forcément aidé, je pense, à installer un rythme offensif du côté de Dallas. Mais voilà, il y a aussi eu des drops du côté des Cowboys qui étaient assez étonnants, notamment en première mi-temps. Donc, il faut tenir compte de ça, bien entendu, comme on a pu tenir compte de l'absence de Rodgers, par exemple, contre Green Bay. Mais concrètement, même avec des joueurs peut-être un peu moins glamour sur le papier, on a déjà vu cette équipe des Chiefs beaucoup plus en difficulté. Et là, très clairement, on voit quand même, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a clairement plus le même état d'esprit et que là, on est en mode commando, entre guillemets, du côté de la défense des Chiefs. Et c'est presque une bonne chose parce que je ne sais pas si tu allais enchaîner sur le niveau de l'attaque, mais voilà, je trouve que ça compense également un secteur offensif qui n'est pas toujours parfait. Cette attaque, en effet, a marqué 16 points sur ses 3 premières possessions. Donc, ils ont creusé l'écart. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés parce que Dallas ne s'est pas rapproché. Mais est-ce que cette attaque, en effet, est inquiétante ou alors est-ce qu'on dit, bon, ils ont juste géré le match une fois qu'ils avaient pris de l'avance? Même si, évidemment, ils nous ont habitués à faire des écarts plus gros que ça. Et Patrick Mahomes, qui ne marque pas de touchdown et qui lance encore une interception, c'est inquiétant. Et je suppose que c'est ce que tu voulais dire, Grégory. Oui, entre autres, on voit qu'il y a aussi une. Alors là, sur le coup, c'est pareil, on parle de Chris Jones, mais il faudra peut-être parler du match de Micah Parsons, qu'on a aligné pas mal sur l'extérieur du côté de Dallas avec succès, puisqu'en l'occurrence, il y a au moins 2 sacs de mémoire. Je me demande s'il n'y a pas un fumble provoqué. Enfin voilà, il a été vraiment hyper dangereux. Et en règle générale, cette ligne défensive de Dallas a posé pas mal de problèmes à la O-line des Chiefs, qui depuis le début de la saison a eu quelques trous d'air, mais qui globalement rend quand même des copies assez propres. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé à vraiment permettre à Kansas City de bonifier le travail défensif. Mais oui, on attend toujours. C'est sûr qu'on reste un petit peu dans la nostalgie de la première grosse saison de Patrick Mahomes, mais c'est sûr que voilà, on sait qu'on doit s'attendre un petit peu plus. On veut bien se dire qu'au niveau du jeu au sol, bon, voilà, pour l'instant, ça reste surtout de la performance en sortie de backfield qui est recherchée par Andy Reid. Mais au niveau du quarterback, oui, on attend peut-être que ce soit un peu plus transcendant, même si je pense que du côté des Chiefs, on s'en contentera si c'est surtout fin décembre et plutôt au mois de janvier. Ouais, Raphaël, ils ont toujours le temps de monter en pression, en pression, en qualité en tout cas. Ils sont leaders de leur division. Ça pique du nez autour d'eux, en tout cas les Raiders et les Broncos. Oui, ils ont le temps. Il y a quand même ce début de match très réussi, ces 3 premiers drives où on retrouve un peu de la magie de Chiefs, j'ai envie de dire. Il y a cette course appelée pour Kelsey sur le touchdown. Il y a le touchdown de Clyde Heller arrive après une motion de Tyreek Hill qui perturbe un peu toute la défense de Dallas. Donc, tu sens que il recommence à retrouver un peu de mojo et je trouve que malgré tout, les erreurs sont moins nombreuses qu'en début de saison. Il y a encore quelques erreurs, mais elles le sont moins. C'est encore par fulgurance, je pense. Ouais, bien sûr. Donc, bon, globalement, moi, je trouve malgré tout que si on compare au début de saison, ça a progressé. C'est pas encore le niveau. On sait qu'ils sont capables de mieux, mais ça a progressé. Donc, comme tu l'as dit, vu le contexte actuel en AFC, je trouve que les voyants qui étaient au rouge il y a encore 4 semaines du côté de Kansas City sont en train de passer au vert.
Ah bah oui, Ouais, parce qu'après, je dis ça, ils ont mis 40 points aux Raiders, une quarantaine de points aux Raiders, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis encore une fois, ils sont leaders de leur division. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Du côté des Cowboys, on va être un peu moins long, mais ils sont quand même sur courant alternatif. Il y a eu un soir sans contre les Broncos, ensuite c'est revenu. Là, est-ce que c'est un soir sans ou est-ce qu'il y a aussi une accumulation? Parce qu'on l'a dit, Amari Cooper est absent pour 2 matchs. Il va être absent 2 matchs pour Covid. Donc là, c'était le premier, il va manquer le suivant. Il y a commotion pour CeeDee Lamb aussi sur ce match. Donc, il y a une petite accumulation. Est-ce qu'on s'inquiète ou est-ce que ça reste une équipe quand même qui a été très complète? Tu l'as dit, Micah Parsons joue très bien en défense. En attaque, il y a toujours Dak Prescott et plein de cibles. A priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure non plus, non? Faudrait voir également, parce qu'on parle beaucoup des cibles notamment, mais c'est vrai que sur la ligne, ils ne sont pas gâtés depuis le début de la saison. Il y a eu la suspension de La'el Collins qui, me semble, est revenu depuis peu. Mais là, sur ce match-là, il manquait Tyron Smith. Donc, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose, même si on le répète, chez beaucoup d'équipes, il y a des problèmes de blessures. Après, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'étonne vraiment sur ce match-là, c'est le play call. On voit que malgré tout, même avec la blessure d'Ezekiel Elliott, on a vu qu'un Tony Pollard, notamment, était capable de faire des différences sur le jeu à la course. Il doit y avoir au moins une moyenne de 3 yards et demi, 4 yards pour les 2 running backs qui ont été utilisés. Et je trouve qu'on n'a pas plus appuyé dessus et qu'on est peut-être resté un petit peu trop sur un jeu où on s'est dit on va essayer de miser sur la potentielle faiblesse du backfield défensif des Chiefs. Donc ça, je pense que, surtout dans un match où les Cowboys n'ont jamais été largués au score, j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Après, ça ne remet pas en cause leur saison, même si en effet, on est un petit peu perturbé parce qu'on voit un match sans contre Denver, un match où tout sourit contre Atlanta, et là, un espèce d'entre-deux où on reste quand même malgré tout sur notre fin du côté des Texans. Raphaël, inquiet ou pas? Non, pas tellement. Mais, un peu à l'image de beaucoup d'équipes en NFL, hein. C'est assez sur courant alternatif pour le moment. Je trouve que leurs forces sont assez fortes pour pouvoir continuer. Et puis, ils ont quand même une belle avance en NFCS. Donc, Les Bills 15, Colts 41, 32 courses, 185 yards, 4 touchdowns au sol. Vous ajoutez 3 réceptions pour 19 yards et un touchdown dans les airs. Ça donne la fiche de stats monstrueuse de Jonathan Taylor qui a démoli la défense des Bills. Une défense qui était censée être très solide. Faillite collective de Buffalo sur ce match. Est-ce que vous êtes déçu et ou inquiet pour Buffalo? On partira avec Raphaël sur celui-là. Déçu. Inquiet, je ne sais pas si c'est le mot, mais déçu parce que cette saison pour Buffalo devait être un peu celle de la confirmation comme une top équipe en AFC. Ça devait être aussi la confirmation de Josh Allen. Ça devait être tout. Et quand on voit en plus la baisse d'origine des Chiefs, la blessure d'Henry, en fait, on s'attendait presque à ce que les Bills dominent totalement cette conférence et soient qualifiés en playoff à 14-2 et roulent un peu, 14-3 du coup. Et voilà, tout roule. Et c'est pas le cas. L'attaque n'a jamais trouvé son rythme depuis le début de la saison. Et moi, pour le coup, c'est plus ça qui m'inquiète que la défense, à vrai dire, parce que la défense, bon, là, elle perd pied contre un Jonathan Taylor, on en reparlera, mais qui est en feu total depuis 4 semaines. Excellent. Bon, ça arrive dans une saison NFL que la défense craque à un moment. Moi, c'est plus l'attaque. Les succès de l'an dernier avaient été bâtis sur l'attaque. Et là, tu ne retrouves pas ça. Et du coup, ça m'embête un peu, cette équipe AFC qui veut être favorite, mais qui, d'une année sur l'autre, n'a pas forcément les mêmes forces et n'arrive pas à bâtir sa victoire sur les mêmes éléments. Et voilà. Donc, pour moi, c'est plus l'attaque même qui me pose problème que la défense pour le coup. C'est un peu, pour le coup, je te rejoins. 209 yards pour Josh Allen, 2 touchdowns, 2 interceptions. Ils perdent 4 ballons au total, 307 yards seulement. Moi, je suis exactement comme Raphaël. Je ne sais pas pour toi, Greg, mais en effet, moi, la défense, bon, j'ai envie de dire, ça arrive. Le mec en face est en feu. Bon, mais t'attends de Josh Allen qu'il essaye de suivre dans ces cas-là. Oui, mais c'est carrément ça. Moi, j'opinais du chef quand Raph parlait de l'attaque, mais c'est vrai que c'est un peu trop problématique. C'est un peu trop constant. Ça avait surtout sauté aux yeux lors de l'appréciation du côté de Jacksonville. On n'avait vraiment rien vu de cette attaque de Buffalo. Là, j'ai pas dans l'idée qu'on en ait vu énormément non plus. Et c'est vrai que voilà, bien sûr qu'on peut s'inquiéter pour le run-stop de Buffalo quand il va avoir une grosse opposition sur le jeu au sol. On se rappelle qu'ils avaient vraiment été mis à mal face à Derrick Henry et Tennessee déjà à l'époque. Là, c'est sûr qu'ils tombent sur un autre running de gros calibre depuis le début de la saison, puisque avec la blessure d'Henry, il me semble que Taylor est devenu le running back le plus productif en termes de yards depuis le début de la saison. Donc, voilà, cette inquiétude, on peut l'avoir éventuellement défensivement. Maintenant, c'est sûr que si l'attaque ne fait pas le boulot et en tout cas donne des positions favorables à Indianapolis pour vraiment leur permettre d'asseoir ce jeu au sol qui a souvent été l'identité de la franchise et ce qui leur permet de revenir clairement en forme ces dernières semaines, ça devient forcément un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est sûr que
ça commence à devenir inquiétant, surtout que dans la division, en effet, ils commencent à être un peu plus bousculés que ce qu'on pouvait croire en début de saison. Bah, ils sont plus leaders. Ce Tout qui est à fait. ce qui est quand même assez incroyable. Ils se sont fait passer devant par les Patriots. Alors, le bémol, ou en tout cas l'élément entre guillemets rassurant pour les Bills, c'est qu'ils ont quand même toujours plus ou moins leur destin en main. Le calendrier est plutôt favorable. On en parlera dans des émissions preview, mais le calendrier est favorable et surtout, ils n'ont pas encore joué les Patriots. Ils les jouent 2 fois, donc ils ont leur destin en main s'ils veulent reprendre cette division. Les Colts, eux, enchaînent 5 victoires en 6 matchs. La recette est donc ultra simple. Jonathan Taylor, un petit peu de Carson Wentz. On va pas tout spoiler parce qu'on va en parler jeudi dans l'émission pour savoir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller, mais vous serez pas là, donc vous pouvez y aller. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme selon vous? Parce que Carson Wentz, du coup, 11 sur 20, un touchdown, on a l'impression qu'il a de moins en moins d'influence sur le jeu au fil des semaines. Oui, après, pour le coup, difficile de récupérer de l'influence quand on running back en a autant, j'ai envie de dire. Il y a un moment, je comprends que du côté d'Indianapolis, on lui donne autant de ballons. Enfin, depuis la semaine 7, donc sur les 4 derniers mètres, Jonathan Taylor, quand même, la stat m'a semblé folle. 20% de ses courses font plus de 10 yards. Ah ouais. C'est quand même une course sur 5. C'est un first down automatique gagné par l'équipe. Donc forcément, quand tu es à ce niveau-là, tu donnes la balle et puis c'est bon, quoi. Donc, bien sûr, c'est tout le monde a félicité sa ligne qui ouvre les boulevards et lui qui a une capacité à gagner pareil du yard après contact, hein, parce que pareil, sur les yards après contact, il gagne quand même 4 yards après toucher la première fois en moyenne. Donc là aussi, ça avance. Donc, est-ce que Jonathan Taylor est capable de continuer à ce rythme-là jusqu'à la fin de saison? Je ne sais pas. Et pour moi, c'est clairement le facteur X du reste de la saison d'Indianapolis, hein, parce qu'à ce niveau-là, tant que tu as un coureur en feu comme ça, tu peux envisager de faire une Titans l'an dernier, j'ai envie de dire, ou il y a 2 ans, quand ils font une finale AFC, à quelque part, tu pourrais presque l'envisager. On va voir. Je ne sais pas, mais... juste pour du coup répondre à ta question, oui, Carson Wentz a peu d'influence, mais parce que vraiment, pour le coup, on lui demande même pas d'en avoir là jusque-là. Donc, Greg, tu vois autre chose que Jonathan Taylor dans cette équipe? Très clairement, en début de saison, on s'inquiétait un petit peu du niveau de la O-line, sans faire injure à ce que propose Jonathan Taylor depuis le début de la saison. Voilà, c'est aussi la ligne offensive qui a l'air de retrouver un petit peu son mojo de ces dernières années. Et là, on voit vraiment que cette équipe d'Indianapolis, en effet, dans les tranchées, va falloir aller la chercher, notamment en attaque. Et ce, malgré un quarterback qui reste relativement inconstant et qui peut leur coûter cher. CF, la prestation notamment en fin de match face aux Titans. Donc voilà, je rejoins totalement ce qu'a dit Raph. L'avantage en plus pour les Colts dans cette optique, parce que pour l'instant, ils n'ont qu'une fiche de 6-5, que entre guillemets, parce qu'on voit qu'il y a quand même un tir groupé assez notable du côté de la conférence américaine, même quand on a une bonne fiche. Ils vont recevoir les Raiders pour ce que ça vaut. Ils vont recevoir surtout les Patriots dans quelques semaines. Spoil pas toute l'émission du jeudi. Hein. Ah, pardon. Non, je définis un petit peu ce qui me rend optimiste dans l'optique d'une potentielle qualification en playoff. Le calendrier. Voilà, le calendrier, ça peut être un point intéressant pour Indy. Et voilà, en effet, sans trop résumer à Jonathan Taylor, il y a beaucoup de points positifs, je trouve, en attaque. En tout cas, une mécanique, des automatismes, des rouages qui ont l'air d'être retrouvés du côté d'Indiana. Non, parce que Greg, quand je lui pose une question, il fait tout le match d'un coup. Si en plus il me fait 2 émissions d'un coup, moi je m'en sors plus. Vikings 34, Packers 31, un match assez fou. 23-10 pour Minnesota dans le 3e quart. À ce moment-là, touchdown Packers, punt Vikings, touchdown Packers pour passer devant 24-23. Touchdown Vikings à 2 minutes 17 de la fin pour repasser devant. Touchdown Packers à 2 minutes 08 de la fin pour égaliser. Et finalement, field goal pour les Vikings qui gagnent à la fin. Énorme performance des receveurs de Minnesota et de Kirk Cousins. Ils ont quand même bien massacré des defensive backs des Packers qui n'étaient pas tout à fait au niveau sur cette soirée. Je vois que Raphaël a vu le match, jugé par son expression. Oui. Oui. Non, effectivement, c'était un peu compliqué pour les defensive backs de Green Bay, qui avait fort à faire, hein, parce que les receveurs de Minnesota, on le répète depuis le début de la saison, il y a quand même des clients et on le voit. D'autant plus qu'ils ont été vraiment testés. Là, il y a eu quand même un play calling assez agressif pour le coup des Vikings. C'est 20% des lancers de Kirk Cousins qui font plus de 20 yards dans les airs. Donc vraiment, il y a eu la volonté d'attaquer la profondeur, d'aller chercher les cornerbacks de Green Bay là-dessus, parce que Minnesota a des receveurs capables de les prendre au piège sur ce type de tracé. Donc
C'était plaisant à voir. Je suis pas sûr que les cornerbacks de Green Bay soient aussi mauvais qu'ils n'aient donné le sentiment de l'être ce soir-là. Mais en tout cas, le plan de jeu, pour une fois, était bon du côté de Minnesota. Le truc, c'est que j'ai l'impression que Justin Jefferson est devenu tout ce que j'attendais de la Con Treadwell il y a quelques années à Minnesota. Est-ce qu'on est plus avancé sur les Vikings, Greg? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on savait qu'ils pouvaient faire ça, qu'ils sont bourrés de talent, etc. Et que ça change rien au fait qu'ils pourraient perdre lamentablement le prochain match. Oui, après, c'est une équipe super fun à voir jouer quand même. Hein. Évidemment. Alors, c'est sûr que malheureusement, depuis le début de la saison pour eux, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre en fin de match. Parce que je pense que c'était ton point. En effet, tout n'est pas totalement rassurant en termes de gestion. Il y a toujours éventuellement des points d'interrogation qui se posent par rapport au moment clé qu'a géré Mike Zimmer. Après, encore une fois, si on regarde de plus près, offensivement, c'est extrêmement bien huilé. Et va peut-être falloir poser la question. Dans une saison, on n'arrive pas à trouver de MVP. Kirk Cousins, depuis le début de la saison, j'en parlais, il a joué les Cardinals, il a joué les Ravens, donc c'est pas non plus les premières défenses venues. Moi, je veux bien qu'on dise que les corners des Packers se sont dépassés parce qu'en effet, c'est pas l'assurance touriste, mais la défense des Packers sur ce match-là, en tout cas, le front seven rend une copie intéressante, je trouve. Donc voilà, il y a une attaque qui est extrêmement bien huilée, la ligne offensive progresse et défensivement, alors qu'ils ont perdu Danny Lenter par exemple sur blessure, ils sont capables de générer de la pression, notamment avec les defensive backs. Donc ça confirme ce qu'on pense de Minnesota depuis le début de la saison, que c'est une équipe qui est extrêmement armée malgré tout des deux côtés du ballon. Ils n'ont pas eu un calendrier facile, mais c'est une équipe qui confirme qu'une qualification en playoff serait tout sauf injuste. Alors, moi, je vais te dire, il n'est pas revenu pour rien, hein, Grégory Raphaël. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il n'a pas fait le voyage pour rien. Donc, Kirk Cousins MVP. Hein, à 21 TD, 2 interceptions depuis le début de la saison. Hein. Tu sais, j'étais en train de me demander en plus ces derniers jours, est-ce qu'on est assez présent sur les réseaux sociaux et tout? Je me disais, je vais faire un montage avec une photo de Kirk Cousins, un petit rond avec la tête de Grégory. Et là, marqué, Kirk Cousins est un prétendant au titre de MVP. Écoute, Grégory Richard, 23 novembre, émission TDA. On serait dans une autre campagne où vraiment un MVP se dégagerait clairement et sûrement. Je te dirais, non, je te dirais pas le contraire. Mais attention, moi je parle des réseaux sociaux, c'est que ça ferait du buzz vu qu'on peut pas écouter tes arguments. Oui. c'est pas. Il est quand même très très bien entouré aussi. Hein. Ouais, mais ça, ils le sont tous plus ou moins, tu vois. Non, mais moi, j'entends... Il nous a scié là, on sait plus quoi dire. Il arrive à faire briller un minimum Tyler Conklin sur le poste de tight end. C'est pas non plus le meilleur tight end de la ligue. Et on leur remercie, le moment, Tyler Conklin étant dans ma fantasy. Pour le moment, le bilan est trop faible. Donc voilà, 6-5, j'ai du mal à croire que tu le files. Maintenant, il risque... je ne suis pas sûr qu'ils aillent beaucoup. Enfin, bon, bref. Non, mais pourquoi pas sur le niveau de jeu actuellement moi, Ah bah alors, si on est sur un Kirk Cousins MVP d'ici la fin de la saison, là, je crois qu'on est sur une surprise historique. Quoi. Ouais, je pense que ça ne le sera pas parce qu'ils vont se planter sur certains matchs comme ils ont l'habitude de le faire. La semaine prochaine contre les Niners, hein, c'est écrit. Hein. Ils peuvent pas enchaîner Packers et Niners. J'attends le jingle You Like That à la fin de la saison, moi je vous le dis, les gars. Ah bah là, ça va être énorme. Hein. Là, s'il va chercher le trophée de MVP sur le podium, Ronaldo qui crie au Ballon d'Or, c'est de la gnognotte à côté. Hein. Là, ça va être toute la mesure d'Alain sur les quarterbacks, j'adore. Bon, les Packers, dans le même temps, on a tressé des oreillers à la défense. On a dit, ils sont pas si mauvais que ça. Ils ont un gros adversaire sur ce coup-là. Aaron Rodgers est touché au pied. Aaron Jones est blessé. C'était une équipe qui était sur une très très bonne dynamique. Dans les faits, ça enlève pas les qualités qu'ils ont, mais vivement la semaine de repos, quoi, j'ai envie de dire. Oui, bah là après, là aussi, c'est une attaque où on sait là aussi qu'il y a une identité très portée sur le jeu au sol, même si Aaron Rodgers, sur ce match-là, a été capable vraiment d'exploiter les largesses défensives de Minnesota quand il le fallait. Mais oui, c'est sûr que sans Aaron Jones, avec en plus la perte d'Elton Jenkins sur l'intérieur de la ligne, et ça va être surveillé d'ici la fin de la saison parce que c'était clairement pas le plus mauvais lineman du groupe. Va falloir voir comment ils arrivent à gérer ça. Pour le titre de division, je pense que ça devrait passer. Mais oui, en tout cas, il va falloir qu'Aaron Rodgers, en tout cas, cette blessure à l'orteil ne s'aggrave pas. Après, s'il est blessé à l'orteil et qu'il sort des prestations comme ça à chaque fois, ils vont peut-être lui marcher sur le pied exprès à l'entraînement du côté de Green Bay. Hein. Mais non, très franchement, voilà. Je ne m'inquiète pas plus que ça sur ce match-là. C'est un match qui pouvait gagner quand même face à, je le répète, une équipe qui reste assez complète, même si assez frustrante. Donc voilà, c'est pas un match où je jetterais vraiment
Le bébé avec l'eau du bain. Bon, on ne jette donc pas le bébé, Raphaël. Non. Ces expressions Pierre Salviac là depuis 10 minutes là, on se croirait revenu sur France 2, tu sais, à l'époque du 6 Nations, peut-être même 5 à l'époque. J'ai 2 semaines à rattraper. Hein, J'en ai des très très bonnes aussi que je garde. Je te fais confiance. Bon, bah, super. Non, mais je rejoins Vague. Hein, match que les Packers auraient pu gagner malgré le retard de 13 points à un moment. Faut pas l'oublier quand même. Ils sont 13 points derrière. Bon, ça passe pas à grand chose. Rodgers est pas loin de faire son meilleur match de la saison, en tout cas de la deuxième partie. Bon, moi je suis pas inquiet outre mesure. Moi, je t'aurais dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour Green Bay parce que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui. Tout à fait. Raiders, expression de la campagne. Raiders 13, il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin, mais là, j'avais pas de contexte pour la sortir, mais j'aime beaucoup cette expression. Elle a un peu perdu de vue, mais je la valide aussi. Ouais. Raiders 13, Bengals 32, mais je sais que je pourrais pas la sortir sinon. Énorme match défensif des Bengals quand même. Est-ce qu'ils ont retrouvé du mordant ou bien les Raiders sont à l'agonie, ce qui n'est pas tout à fait exclu non plus. Les Raiders donc, prennent 32 points, dont 19 dans le dernier quart quand même. Leur défense des Raiders, ça a tenu un moment. L'attaque, par contre, souffre énormément. Darren Waller est un peu le seul rayon de soleil. Cette réception 116 yards. Derek Carr ralentit pas mal. Il était à 10 touchdowns, 4 interceptions après 6 matchs. Il a 6 touchdowns, 5 interceptions sur les 4 derniers. Il jouait les Eagles, Giants, Chiefs et Bengals qui ne sont pas non plus reconnus pour être des terreurs sur les quarterbacks adverses. J'ai l'impression qu'ils sont en train de plier quand même. C'est compréhensif. Ruggs, c'est un manque sportif. Il y a eu beaucoup de péripéties. Au bout d'un moment, ça retombe, non? L'effet Bisaccia commence à se dissiper légèrement, là, en l'occurrence. Et c'est vrai que sur ce match-là, le score paraît assez boursouflé, je trouve, au niveau du tableau d'affichage, parce que ça a été un match, on va dire, relativement serré pendant au moins 3/4 temps, avec des Bengals qui ont été appliqués et qu'on fait les drives sérieux quand il le fallait. Et c'est vrai, une équipe des Raiders... où malgré tout, je trouve qu'il y a une indiscipline qui leur a coûté extrêmement cher en défense, avec notamment des flags assez coûteux sur des troisièmes. Je pense notamment à des brutalités excessives, notamment il y en a une de Ngakwe qui leur coûte pas mal. Et puis oui, en attaque, alors, on caricaturait un petit peu le jeu un peu old school de John Gruden depuis son retour. Là, au niveau du jeu au sol, c'est panique à bord, hein, parce que Derek Carr fait une bonne saison, globalement, même si tu l'as dit, les dernières sorties ne sont pas terribles. Mais alors, quand il n'est pas dans le match, il ne faut pas compter sur le jeu au sol, hein, parce que c'est clairement une grosse déception, je trouve, du côté de Las Vegas depuis le début de l'année. Et ce n'est pas forcément une habitude dans une équipe construite par Gruden. On en avait parlé un peu de la disparition de Josh Jacobs dans une des dernières émissions. Raphaël, est-ce que pour toi, c'est correctible? Ça se dit correctible? C'est corrigeable? Ouais. Parce que ça va aller mieux, quoi. C'est vrai, correctible, ça sonne mieux à mon oreille. Est-ce que c'est les incorrectibles, du coup? Oula. Je sais pas. Je pense que le problème, c'est que tu l'as dit, l'absence de Ruggs a complètement supprimé toute une partie du playbook sur lequel ils avaient bien construit cette saison, c'est-à-dire attaquer la verticalité. Parce que Deshaun Jackson, peut le faire de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il a quand même plus la capacité de le faire aussi souvent. Donc il y a ce manque-là, il y a ce jeu au sol qui a disparu. Si un jour j'ai un cancer, j'aimerais que ce soit toi qui me l'annonce, hein, parce que quand tu dis Deshaun Jackson n'a peut-être plus la capacité d'être décisif, c'est quand même dit de manière très sympa. Ouais, non mais bon, effectivement c'était pour être sympa, mais oui, il peut plus tout court, t'as raison. Non mais et puis l'absence de Gruden, effectivement, les premiers matchs, on avait l'impression que ça avait un peu libéré le play call, et puis finalement peut-être que pas tant que ça, et ça manque un peu de, je sais pas, c'est dur à dire. En fait, on a du mal à mesurer l'impact aussi psychologique de tout ce qui s'est passé du côté de Las Vegas là, ces dernières semaines, et à quel point ça commence un peu pas à retomber dessus. C'est ça, parce que si tu avais que le head coach, à la limite, ça va, mais bon, tu as quand même perdu 2 joueurs. Damon Arnett n'avait pas un impact hyper important, mais bon, tu as quand même perdu 2 joueurs qui étaient censés être l'avenir de ta franchise en très peu de temps sur des sorties extrasportives
on va Ouais, dire, voilà, des polémique. conditions affreuses, quoi. Donc, Ouais. c'est Bah ça. voilà, donc C'est- bon, ça en rajoute quand même un petit peu. Donc ouais, j'ai pas de mal à comprendre en effet que le groupe soit peut-être pas pleinement focus au moment de préparer une rencontre. Bon, du côté des Bengals, pardon, Joe Mixon a porté l'attaque, notamment en fin de match. 30 courses, 123 yards. Il a eu une charge de travail à la Derrick Henry. C'est grâce à lui, notamment, qu'ils mettent la main sur le chrono. On a beaucoup parlé de Joe Burrow et de Jamar Chase depuis le début de l'année. C'est vrai que c'est un trio quand même. C'est pas que ces deux-là. Joe Mixon, il est tout aussi essentiel, non, Raphaël? Oui, oui, c'est vraiment un des bons coureurs de la ligue maintenant, enfin, qui est établi à Cincinnati depuis pas mal de temps. Tu sais ce que tu as avec Joe Mixon et il a une production, même à l'époque où c'était peut-être un peu plus compliqué en termes de quarterback et la saison de rookie, par exemple, de Burrow. Mais il, il fait ses stats, il fait sa production. Et là où je le trouve vraiment intéressant, c'est qu'on le voit sur ce match, c'est que tu peux lui confier 30 ballons dans un match. Il va répondre présent, comme tu peux des fois dans certains matchs le faire un peu plus disparaître ou l'utiliser plus en sortie de backfield. Il a cette polyvalence. C'est pas un coureur qui a besoin d'être nourri en permanence pour être productif. Il a ce que je pense, par exemple, sont plus le cas de coureurs style Jonathan Taylor, Derrick Henry, où tu sens qu'ils ont besoin d'avoir leurs 20-25 ballons Oui, de pour monter en être vraiment, carburation. ouais, en tant que carburation. Lui, voilà, il prend ce qu'on lui donne et il le fait bien. Donc là-dessus, je trouve ça positif. Je trouve quand même la victoire de manière plus globale, là, si on sort du Cam Mixon, le fait que les Bengals, en sortie de bye week, gagnent comme ça montre aussi, enfin, à mon sens, hein, ça confirme que au niveau du coaching, ça va mieux que ce qu'on pensait parce que voilà, c'est bien préparé. Avant la bye week, ils étaient un peu en difficulté. Et on voit que la bye week leur a servi à bien se reprendre. Et ça, c'est intéressant en termes de coaching aussi, je pense, parce que tu as des équipes qui, des fois, même après la bye week, ça continue à être mauvais, la dynamique est mauvaise et on n'arrive pas à redresser le truc. Là, c'est pas le cas. Donc, moi, je suis quand même plutôt. Enfin, vraiment, je trouve que les Bengals continuent dans leur lignée en fait, de saison vraiment intéressante. Hmm. Greg, un mot à dire sur Zach Taylor ou j'enchaîne avec les autres matchs? Non, juste pour compléter, parce qu'on parlait de l'attaque à raison, parce qu'en effet, c'est très séduisant du côté de Cincinnati depuis un petit moment. Défensivement, c'est costaud aussi. On voit qu'il y a un run-stop, un des run-stop les plus solides depuis le début de la saison, et pourtant, ils ont par exemple croisé Baltimore et Cleveland, avec plus ou moins de succès en fonction des sorties, mais en tout cas, c'est dire qu'ils n'ont pas affronté que des jeux au sol en déliquescence. Et voilà, et il y a une défense, je trouve, qui, sans être extraordinaire, en tout cas, est opportuniste, arrive à créer des turnovers. Notamment avec un Sam Hubbard qui est capable de chipper 2-3 ballons ici et là. Donc voilà, c'est de bon augure pour Cincinnati. En effet, il va falloir continuer de batailler, même si on ne va pas avoir un calendrier simple d'ici la fin de la saison régulière. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les autres rencontres, oula, un petit peu fort, les autres rencontres, oui, bah, directement coupé, voilà, fort coupé, pas de... Ouais, j'ai été un peu bon sur les jingles aujourd'hui. Donc, les autres matchs de la semaine, on commence avec les Titans à 13, les Texans à 22, soirée infernale pour Tennessee, 4 interceptions pour Ryan Tannehill, des erreurs affreuses sur les équipes spéciales. Est-ce que c'est si étonnant que ça? C'est-à-dire que moi, je dis ça parce qu'en fait, notamment le mec qui présentait le Red Zone américain, assez excité. C'est une des plus grandes surprises de l'année, c'est une des plus grandes surprises de l'histoire, etc. Bon, ils ont des blessés de partout, ils tenaient un peu à un fil sur certains matchs ces derniers temps. Moi, j'ai l'impression que ça pouvait arriver, non? Ou alors je fais celui qui refait l'histoire. Bah, si tu veux, moi, ça m'étonne pas trop. Enfin, on a déjà vu des surprises de ce genre en NFL et encore plus cette année, hein, parce que pas plus tard que la semaine dernière, il y a quand même eu un paquet de surprises avec des équipes très mal classées qui ont battu des cadors. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est que Tennessee perd contre cette équipe de Houston. Pas dans le sens où c'était une mauvaise équipe, notamment défensivement. Je trouve que vraiment la défense des Texans a vraiment mis le bleu de chauffe pour mettre en difficulté cette attaque de Tennessee, même si tu le disais, il y a une cascade de blessures, celle des Brown qui s'est rajoutée à la liste également. Mais ouais, offensivement, Houston a quasiment rien montré, quoi. Donc réussir à perdre sur ce match contre une équipe qui en attaque a fait le strict minimum, c'est sûr que là on peut se dire que, alors je sais pas, on va ressortir l'éternelle question du complexe de supériorité du côté de Tennessee, du match qu'on a potentiellement pris à la légère,
les conditions météo difficiles, etc., etc., même si c'est le même pour les deux équipes. Il y a sûrement cet argument-là à prendre en compte, mais c'est vrai que normalement, voilà, même si ça passe de manière un peu compliquée face à une équipe de division, enfin, ça c'est un rival de division, ça doit passer. Et là, en l'occurrence, on n'a jamais vraiment senti Tennessee capable de mettre en difficulté cette équipe de Houston, et c'est assez paradoxal. Raphaël, il s'accroche bien, cette équipe de Houston, donc au final. Ouais, oui, il s'accroche quand même mieux depuis que Tyrod Taylor est revenu, hein. Oui, Clairement, il y avait eu ça oui. une phase où c'était très très compliqué. On voit que bon, bah, quand Taylor est là, c'est un poil plus simple pour eux. Et la preuve, leurs deux victoires sont là quand il est là. Bon, je rejoins un peu Greg. Je trouve ça un peu étonnant malgré tout de perdre face à ces Texans-là, qu'on pourrait être accrocheur ou pas. Je trouve ça d'autant plus con. Désolé, hein, mais pour Tennessee, pour le moment, leurs deux défaites, c'est les Jets et les Texans. Heureusement qu'ils ne jouent pas Détroit. Ouais, heureusement qu'ils ne jouent pas Détroit, mais dans une AFC qui est prenable plus que jamais, se mettre perdre deux jokers là-dessus, c'est un peu bête pour la première place. Surtout qu'à mon avis, s'ils vont en playoff, ils auraient bien besoin d'une semaine de repos encore en plus, vu comment ils enchaînent les blessures. Donc, bon, un peu dommage. Après, ça ne remet pas tout en cause. Et bien sûr, tu l'as dit, il y a tellement de blessés que voilà, mais bon, dommage. En tout cas, les Texans, eux, continuent à se battre de manière courageuse. Tyrod Taylor a marqué 2 touchdowns au sol, dont une belle envolée. Et puis, ils se feront exploser par des équipes complètes, mais ils se battent. Chargers 41, Steelers 37. Justin Herbert et les Chargers sont de retour. 382 yards à la passe, 90 yards au sol pour le quarterback des Chargers. Je me demande si ce n'est pas son meilleur en carrière, non, du coup, au sol. Match incroyable. Les Chargers menaient 27-10 au début du dernier quart. Pittsburgh est repassé devant 37-34. Mike Williams a fini par marquer le touchdown de la gagne. On va dire quand même l'évidence d'abord, mais la défense des Steelers sans TJ Watt et Micah Fitzpatrick, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Mais on le voit semaine après semaine. Quand TJ Watt est là, notamment, il y a une vraie différence à tous les niveaux, que ce soit contre la course ou la passe, hein, parce qu'on parle souvent des capacités de TJ Watt à rusher le quarterback adverse, mais il est aussi un excellent défenseur contre la course. Donc voilà, et face à une équipe des Chargers qui l'a bien couru aussi également par Herbert, mais aussi par Eckler, l'absence de Watt se fait également ressentir. Donc oui, tu l'as dit, ça se voit tout de suite. Greg. On va croire que cette émission est sponsorisée, mais bon, c'est aussi là où je ne comprends pas trop le trade de Melvin Ingram qu'ils ont fait avant la deadline, parce qu'en l'occurrence, ça aurait pu, je pense, les dépanner sur le pass rush en l'absence de TJ Watt. Après, ouais, c'est les Steelers, pardon, ça fait partie de ces équipes, en effet, où d'une semaine sur l'autre, ils peuvent montrer un visage complètement différent. Par exemple, gagner des matchs assez cadenassés à Buffalo ou à Cleveland, et puis sur un autre match, prendre le bouillon défensivement, comme ça s'est vu du côté des Chargers. Après, il n'y a rien de déshonorant, hein. Los Angeles, depuis le début de la saison, ça marque pas mal ça marque un wagon de points. Donc, voilà, c'est bien pour les Chargers qu'on avait vu se prendre les pieds dans le tapis, notamment il n'y a pas si longtemps que ça face aux Patriots. Donc ça les remet dans le bain. Et puis du côté des Steelers, bon, on continue d'être un peu dans le doute après ce match nul face à Détroit. Donc dans une AFC Nord en plus qui est assez contestée, voilà, ça n'aurait pas fait de mal cette petite victoire en prime time du côté de LA. Est-ce que les 27 points dans le dernier quart sont quand même un peu rassurants pour l'attaque de Pittsburgh, donc? Ce qui est rassurant, c'est de voir que Roethlisberger, de retour de blessure, arrive quand même à ressortir un match. Pour un joueur qu'on nous annonce éternellement sur la fin et qui a l'air de traîner un petit peu la patte ces dernières semaines, bon, là, on voit qu'il est capable malgré tout, avec le corps de receveur qu'il a, parce que là aussi, bon, sur le papier, il y a eu un bon Chase Claypool et il y a un Deontay Johnson qui est assez intéressant depuis le début de la saison. Donc oui, il est capable malgré tout d'affoler les compteurs pour continuer sur les expressions un peu désuètes. Mais voilà, c'est l'élément un petit peu rassurant. Après, ouais, je persiste et signe. Malheureusement, l'inconstance sonnera peut-être le glas pour Pittsburgh dans l'optique des playoffs. Du côté de Pittsburgh, du côté de Los Angeles, je vais y arriver. Là, ça souffre en défense, mais ils ont de l'attaque au moins. Ils ont leur axe pour la prochaine intersaison, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la défense, mais l'attaque, quand elle tourne, c'est magnifique. Ouais, oui, l'attaque, surtout que Justin Herbert, quand même, j'ai pas les stats en tête, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est en prime time, il ne se rate pas vraiment pour le moment. À chaque fois, c'est souvent régalade. Non, comme tu dis, les lignes, les axes de progression sont quand même connus. Et même la défense, globalement, fait un bon début de match, hein. Pour le coup, ils sont dedans au début. Ça avance pas trop du côté de Pittsburgh. Après, il y a ce craquage un peu étonnant, mais
Bon, j'ai trouvé qu'il commençait à être un peu plus intéressant en défense. Donc, tu l'as dit, il va falloir la renforcer. Mais il reste en course pour les playoffs et c'est le principal. On passe au match entre les Bears et les Ravens. 13 pour les Bears, Ravens 16. Lamar Jackson, forfait surprise à la dernière minute pour cause de maladie, pas Covid. Tyler Huntley était titulaire. Ils ont gagné grâce à un touchdown à 22 secondes de la fin. C'est un vilain match, mais j'ai envie de dire que c'est le moment où on voit la différence entre un bon coach et Matt Nagy. Grosso modo. Alors, on se dit ça, on a appris juste avant l'émission que visiblement, il allait être viré après le match de Thanksgiving, mais on le vivra peut-être en direct, d'ailleurs. Tout à fait. Peut-être qu'il sera viré sur la pelouse au coup de sifflet final. On lui lâche un ours dessus. Je pense être viré sur la première victoire de Détroit cette saison, je pense que là, ça va ponctuer avec maestria son air du côté de Chicago. Un beau point d'exclamation, en effet. Après, c'est un match assez compliqué à analyser parce que pour Baltimore, ils jouaient sans leur quarterback titulaire, ils s'en sortent. J'ai envie de dire que l'essentiel est là, quoi, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à apprendre. C'est ça, en fait. Il y avait quand même malgré tout le risque du côté de Baltimore, même si bien sûr on aurait mis l'emphase sur le fait que Jackson n'était pas là. Il y avait cette défaite qui faisait un petit peu tâche la semaine dernière du côté de Miami. La perte contre Chicago, où là encore, défensivement, avec les absents qu'ils ont, réussir à sortir la prestation qui sortent. On sait qu'il y a des blessés sur la O-line des Ravens, bien sûr, mais la défense de Chicago reste comme d'habitude au niveau. Et malheureusement pour les Bears, l'attaque de Chicago reste à son niveau. Mais voilà, c'est sûr que là, en l'occurrence, ça s'est joué sur une action parce que je ne sais pas si on va vraiment commenter le match de Tyler Huntley, qui est propulsé un peu sur le devant de la scène au dernier moment, lui qui est un quarterback non drafté il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne fait pas un bon match globalement. Il est clutch quand il faut l'être. Et c'est ce qu'arrive à faire en tout cas Baltimore depuis le début de la saison. C'est presque miraculeux avec le nombre de problèmes qu'ont connus les Ravens, notamment d'un point de vue infirmerie, de voir la force de caractère qu'arrive à avoir cette équipe et les victoires qu'ils vont chercher, parce qu'il y a beaucoup de victoires entre guillemets un peu étriquées ou en tout cas sur une faible marge d'écart. Mais en tout cas, je le répète toujours, ces matchs-là, il faut les gagner, même si ce n'est pas des cadors en face. Et là, en l'occurrence, contre Chicago, où ça avait tout du match piège en l'occurrence, ils ont été le chercher avec du caractère et c'est de bon augure. Ils restent en tête de leur division. Et c'est le seul leader de division qui a gagné ce week-end, du coup avec Tampa également, je crois, dans la NFC. Mais en tout cas, c'est une des rares équipes, c'est une des rares tops équipes qualifiées potentiellement en play-off qui ont gagné ce week-end. Donc, je pense que c'est le plus important à retenir pour la franchise du Maryland. Bon, Andy Dalton a lancé 2 touchdowns après son entrée en jeu. Justin Fields était donc sorti sur blessure. Encore une fois, la question là pour les Bears, c'est plus de savoir quand Matt Nagy va être viré. Enfin, si Matt Nagy va être viré, mais quand. Donc, a priori, on a la réponse maintenant. Raphaël, Andy Dalton qui performe mieux que Justin Fields quand même, c'est embêtant. C'est embêtant, oui et non, dans le sens et que Dalton soit un quarterback plus prêt à performer qu'un rookie comme Justin Fields, coaché par Matt Nagy. Bon, c'est peut-être pas si embêtant que ça et c'est peut-être pas si surprenant. Après, ça pose malgré tout du coup la question de la gestion des quarterbacks cette saison à Chicago, où on commence avec Dalton, puis il se blesse, on met Fields, mais du coup on laisse Fields et puis alors que Fields n'avait pas forcément l'air très près, et puis on hésite, et puis on ne sait pas trop. Et puis, je pense que voilà, c'est l'imbroglio autour de Matt Nagy. Mais ça l'était depuis le début de la saison. Déjà, rien que l'histoire avec Andy Dalton qu'on signe, qui ont dit t'es numéro 1, alors que Nick Foles est encore là. Finalement, tu rajoutes un autre quarterback dans la QB room. Enfin, voilà, je peux comprendre que Justin Fields aussi, sans parler de la prestation sur le terrain, parce que très clairement, on attendra de voir avec le nouvel head coach comment ça se passe, ce qu'on peut concrètement en tirer. Mais j'ai pas de mal à me dire qu'en arrivant dans ce contexte-là, on ne se sente pas vraiment mis dans les meilleures conditions pour évoluer. Ouais. Bon. Browns 13, Lions 10. Est-ce que c'est la victoire la plus déprimante de la semaine? Baker Mayfield n'a même pas voulu répondre à la presse alors qu'ils ont gagné. Alors, c'est pas grâce à lui. 15 sur 29, 176 yards, 2 interceptions, un touchdown. Il est trop blessé ou il n'a pas de vitesse supplémentaire parce qu'ils sont encore sauvés, entre guillemets, par 184 yards au sol. Et les Lions sont dans le match jusqu'au bout. Cleveland a marqué ses 13 points dans le second quart. Donc, ça a vraiment été un match avec seulement un carton où ils ont joué en attaque. Est-ce que Baker Mayfield, il répond pas à la presse, il est frustré parce qu'il est blessé ou parce qu'il joue mal, Raphaël? Un peu des deux, mon capitaine. Je vois qu'il y a pour moi, il y a un peu de ça. Il est blessé, c'est une évidence qu'il a des petits pépins physiques qui traînent et que sur certains aspects, là, il me fait un peu penser à un Ben Roethlisberger qui jouait, tu as l'impression qu'il jouait certaines saisons avec 3 côtes cassées et qui serrait les dents pour continuer. Je trouve qu'il y a un peu de ça chez Mayfield en ce moment.
Mais je pense qu'il n'est pas satisfait de son niveau de jeu dans sa dernière année de contrat, parce que c'est sa dernière année de contrat rookie. Je pense que voilà, ça ne le satisfait pas totalement parce qu'il ne répond pas à toutes les questions, à mon avis, pour le front office de Cleveland. Il risque de le garder parce que difficile de trouver une meilleure solution, à mon avis, cette intersaison. Ça ne paraît pas une évidence, mais est-ce que là, à l'heure actuelle, Baker Mayfield permet aux dirigeants de Cleveland de se projeter sur les 8 prochaines années? Moi, j'en suis pas certain. Suis pas certain. Donc, et je pense qu'à un moment, il aimerait lui aussi montrer qu'il peut porter cette équipe. Et manifestement, il n'y arrive pas. Et les Browns n'y arrivent que quand Nick Chubb est là. Donc, ça doit être compliqué à gérer, ouais. Frustration pour perdre d'argent, Greg, du coup. Alors, c'est très difficile à. Enfin, j'ai un peu de mal à me figurer cette situation autour de Baker Mayfield parce que, dans mon idée, même si c'est pas encore une fois le potentiel du joueur d'Oklahoma qu'on en attendait, j'ai vu quand même du mieux en début de saison. Et je ne comprends pas pourquoi Kevin Stefanski s'obstine potentiellement à le mettre. On rappelle qu'il y a quand même Case Keenum dans l'effectif qui est grassement payé pour un backup. Je me demande si ce n'est pas un des backups les mieux payés de NFL avec au moins 7 millions sur le cap à l'année. Donc, surtout quand on sait que Cleveland est quand même plus axé sur le jeu au sol d'un point de vue offensif. Surtout qu'on sait que le pass pro a pas mal de difficultés depuis le début de la saison du côté de Cleveland, notamment du fait des blessures, mais en tout cas, on sait qu'il reste assez friable dans cet exercice-là. C'est clairement pas une bonne solution, à mon sens, d'exposer encore plus Baker Mayfield qu'il ne le fait aujourd'hui, parce que ça remet, je trouve, encore plus en question les possibles chances de Cleveland de se qualifier de nouveau en play-off. Donc, ça crée du doute dans la tête de ton quarterback. Ça te met dans la panade éventuellement sur des plus grosses confrontations parce que là ils ont presque de la chance de tomber sur Détroit. Il y a en effet, tu dis, il les a pas fait perdre, mais en tout cas il y a quand même une interception assez fâcheuse, notamment dans la moitié de terrain des Browns, et sans un gros stop défensif ça aurait pu être plus compliqué pour Cleveland. Donc ouais, je comprends pas trop pourquoi on s'obstine éventuellement à mettre Mayfield en difficulté et peut-être à pas se dire qu'il faut le préserver pour éventuellement le garder pour des plus grosses échéances en fin d'année. Mais ouais, pour l'instant, manifestement, c'est le choix de Kevin Stefanski, mais ça peut être à double tranchant très très clairement. On passe. On va peut-être dire un mot sur les Lions quand même. Ils ont vécu que par André Swift, 136 yards au sol. Tim Boyle a lancé 77 yards et 2 interceptions. C'est dommage qu'il y ait, pour eux, on ne va pas épiloguer, mais qu'il n'y ait pas de bon quarterback à la draft, si j'ai bien compris, Greg, en plus. On verra. Après, les quarterbacks, c'est toujours pareil. Moi, je persiste et signe là-dessus. Je pense qu'il y a 60% de talent intrinsèque et 40% d'entourage coaching. Ah oui, donc en plus, un petit peu. En plus, il va arriver à Détroit. Donc Mais bon, on verra bien. Mais oui, en l'occurrence, voilà, pour l'instant, offensivement, je pense que les rares motifs de satisfaction, oui, c'est DeAndre Swift. C'est quelques éléments sur la ligne, notamment. On voit que Penei Sewell est un peu mieux, notamment ces dernières semaines, leur tackle rookie. Mais c'est à peu près tout. Donc, ouais, pour l'instant, c'est bien mince pour espérer aller mieux. On en arrive au gros morceau de cette émission. Falcons 0, Patriots 25. Match exemplaire des Patriots. Sa défense a été impériale. L'attaque a joué sur son jeu au sol et sur un Mac Jones propre. On sait ce qu'ils vont faire. Ils le font bien. C'est les Patriots. C'est impressionnant. Je ne sais plus quoi dire en fait sur cette équipe depuis quelques semaines parce que ils font exactement ce qu'on attend d'eux et ça marche. Voilà. C'est qu'il est bien coaché. C'est qu'il est bien coaché. Non, mais voilà, il y a un moment quand le plan de jeu, il est aussi, j'ai envie de dire, presque aussi clair et que depuis 4-5 semaines, ils arrivent à le répéter. Alors, l'adversité sur les 4-5 dernières semaines n'est pas toujours folle. Hein. Faut pas non plus. T'exagères. Voilà, faut pas toujours. Et puis, comme Bill Belichick, il arrive à chaque fois à perturber un jeune joueur en disant que c'est une future grande star. Enfin, là, c'était Kyle Pitts qui comparait à Tony Gonzalez et Julio Jones. Bon, bah derrière, ça fait 2 réceptions et ça disparaît. Alors ça, c'est pas beau, monsieur Mosman. Non, mais c'est vrai. Là, il a essayé de jinxer. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a dit que tout Tennessee était une incroyable équipe. Donc, il a essayé d'y aller tout d'un coup. Allez hop. Bon, on verra ce que ça donne. Non, mais écoute, c'est bien coaché. Comme tu l'as dit, moi, je trouve qu'ils sont en avance sur leur temps de passage, à mon avis, de reconstruction. Je ne pense pas qu'ils pensaient être, au bout de 11 semaines, leader de l'AFC Est clairement. Avec Mac Jones. Donc, clairement, ils sont clairement ils ont encore une chance d'être leader de conférence dans peu de temps. Hein. C'est vrai. Sans spolier l'émission preview.
Grégory, Matt Ryan méritait mieux quand même pour sa fin de carrière. On a l'impression que tout s'écroule un peu autour. Hein. Bah, il n'a pas fini sa carrière, mais tout s'écroule. Encore une fois, tout s'écroule autour. Le mec, il a jamais eu de ligne offensive durant sa carrière. Bon, il retrouve un petit peu les fondamentaux. Voilà. Là, en tout cas, la ligne a été en dessous de tout. Et forcément, ça a aussi découlé sur. Il y a pas de jeu au sol. Il y a un Matt Ryan qui, en effet, n'est pas d'une constance folle depuis le début de la saison, mais on sait qu'il peut être amené à avoir ces petits trous d'air par moment. Là, ça tombe, 4 interceptions. Enfin, il y en a 3 pour lui. Je ne sais plus si c'est lui qui fait les 4, j'ai un doute. Non, il n'y en a que 2 pour lui. Il y en a que 2 pour lui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des entrées d'autres QB en fin de match. Mais oui, sur ce match-là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en effet, il y a une différence d'écart et dans les tranchées, Atlanta s'est fait dominer. Toujours pas de pass rush du côté des Falcons. Et puis, tant qu'à faire une semaine où il y a Falcons Patriots et pour te rappeler que la vie est nulle, il y a l'histoire de la lune, là, de la pleine lune pendant 3h28. Les Pats qui gagnent de 25 points, histoire de rappeler le nombre de points qu'ils ont marqué dans le dernier quart pour arracher la prolongation. Si tu veux, tout va bien. Mais voilà, plus sérieusement, je rejoins tout ce que vous avez dit sur les Patriots. C'est pour les Falcons. Voilà, je pense qu'ils étaient pas en sur-régime parce qu'ils n'avaient pas battu des cadors. Mais déjà, être à 4 victoires pour une saison où l'effectif n'était pas top, c'était déjà bien. Donc, il faudra peut-être essayer d'atteindre 5-6 victoires pour essayer de voir ce qu'on peut tirer de ce groupe relativement jeune. Seahawks 13, Cardinals 23. Les Seahawks sont avant-derniers de la conférence NFC. Vous le croyez, ça? C'est assez dingue. Russell Wilson est là. En voyant le classement, j'ai checké. Tu vois, je me suis dit, mais attends, ils sont avant-derniers. Russell Wilson est là. L'attaque est l'ombre d'elle-même. Pete Carroll ne savait pas trop quoi dire en conférence de presse. Ils ont perdu contre des Cardinals sans Kyler Murray et sans DeAndre Hopkins. Est-ce que vous avez un conseil pour aider Pete Carroll à faire repartir tout ça? Parce que lui a l'air complètement perdu et il dit j'ai du mal à coacher quand on perd. Donc, la retraite. Ouais. La retraite. Voilà, je crois que malgré tout, c'est quand même la fin d'une ère. Vous en avez parlé jeudi dans l'émission. Moi, je l'avais un peu teasé mardi dernier déjà en donnant mon avis sur Pete Carroll. Là, c'est quand même compliqué parce que défensivement, ils se font mais complètement explosé par le plan de jeu de Cliff Kingsbury, qui notamment permet à Colt McCoy par son play call. Enfin, il y a 2 drives des Cardinals. Le premier sur lequel ils mettent un touchdown, c'est 16 actions pour 9 minutes de possession à base de screen pass de 5 yards. Moi, je veux bien, mais il y a un moment où tu ne sais pas défendre les screen pass et que ça me semble très compliqué cette histoire. Il y a quoi? Il y a 40 minutes de possession pour les Cards, c'est ça, 40 minutes de possession. Donc, ils les ont découpés comme ils voulaient. Et en attaque, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Voilà. C'est pas que de la faute de Pete Carroll. Hein. Russell Wilson a l'air perdu. Enfin, il y a des très mauvaises décisions de sa part. Lui aussi n'est pas bon. Personne n'est bon à l'heure actuelle. Donc, voilà. Quelque chose à ajouter sur l'état de Seattle, malheureusement? Alors, encore une fois, la vie est faite d'âge qui avance, etc., etc. Donc, on va pas reprocher à Pete Carroll de prendre des années au fil des mois. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. On va pas lui reprocher d'être vieux hein, pour parler directement. Mais sachant que c'est le head coach le plus vieux de NFL encore aujourd'hui, si je me trompe pas. Mais j'ai quand même été subjugué en conférence de presse, outre l'interruption un peu abrupte avant qu'il revienne au sortir du match face aux Cardinals. Il a pris un sacré coup de vieux quand même, Pete Carroll. Quand on se rappelle du coach hyper énergique, qui dégage vraiment une bonne humeur, et le voir en conférence de presse, je me suis dit, oula, ah ouais, 20 ans se sont passés depuis qu'il est head coach de Seattle. C'est un peu curieux, mais ouais, ça en dit long un petit peu sur l'état de la franchise. On sent qu'il prend peut-être un peu plus sur lui encore les déconvenus actuels des Seahawks. Mais le match, le mal est encore plus profond, en effet, mais voilà, sans faire trop long. Malheureusement, Seattle paye des décisions au niveau du front office et au niveau de la draft qui sont assez dramatiques. Voilà, ça fait des années qu'on le souligne, mais les Seahawks dans les tranchées sont constamment dominés. Sur la ligne offensive, j'en parle même pas, et on a préféré prendre des Rashad Penny running back au premier tour qui n'a rien montré. DLJ Collier, pass rusher au premier tour, qui n'a rien montré. Jordan Brooks, j'attends de voir, mais sur ces positions-là, tu peux prendre quand même des linemen et surtout des tackles, et ça n'a jamais été fait ces derniers mois du côté de Seattle. Allez, on rappelle donc 2 sur 10 sur troisième tentative, 4 sacs encaissés, DK Metcalf qui a dépassé les 100 yards qu'une seule fois cette saison. Voilà, c'est compliqué vraiment dans tous les sens pour eux. Pour résumer sur les Cardinals, Cliff Kingsbury, coach de l'année?
Bah, Il peut. il peut si les Cardinals arrivent, et c'est pas impossible, à avoir le meilleur bilan de la ligue, dont tu as 3-4 victoires sans ton quarterback numéro un, ça y ressemblera quand même. Ça va batailler avec Brandon Staley, je pense. Oui, selon le bilan, parce que là, il est quand même haut avec les Cardinals. Hmm. Jaguars 10, 49ers 30. Les 49ers sont dans la course au playoff, finalement. Victoire avec leurs armes des dernières semaines. Bonne défense, gros jeu au sol, Jimmy Garoppolo solide. Et Deebo Samuel, qui continue à faire un peu le couteau suisse. Il pourrait être dans la course, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, un peu dans la course au joueur offensif de l'année, mine de rien. Ah Raphaël, ouais, je te vois chaud. Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait avoir ce titre-là parce qu'il fait tout. J'ai envie de dire, c'est un vrai joueur de foot, même si ça ne se dit pas vraiment comme expression, mais il lui demande de courir, il court, il lui demande de catcher les ballons un peu n'importe où, il le fait. Je suis même persuadé que si tu lui demandais sur des play action de lancer le ballon, je suis même quasiment persuadé qu'il serait capable de le faire. Donc, et puis, il est devenu. je, alors, est-ce que c'est parce que George Kittle est aussi fort que ça donne du champ libre à Deebo Samuel pour encore plus exploser? Peut-être, mais sur certains matchs, j'ai même l'impression qu'il est la pièce centrale de cette attaque, en fait, parce que ses mouvements pré-snap déstabilisent les adversaires, parce que sa capacité à gagner des yards après contact fait la différence. Donc, ouais, moi, j'aurais aucun problème à lui filer le joueur offensif de l'année, hein. Greg, je te sens plus perplexe là. Ah bah là, ouais. Pourtant, j'adore Deebo Samuel. Hein. Alors, vous êtes moqué sur Cousins MVP, vous me balancez Deebo Samuel, genre offensif. Ah bah. J'étais pas prêt. Heureusement que je suis assis. Ouais, attends. Mais les Niners ont une fiche de 5-5, messieurs. Moi, je veux bien, mais. Bah, tes bon, Vikings, ils sont à 6-5, ça va. bref. C'est Oui, pas non plus, je reprends votre argument de tout à l'heure. C'est pas le sujet. Je vais mais pas joueur répéter. offensif, t'es pas obligé d'avoir un super bilan, à mon sens. Enfin, je sais pas. Bon, je sais pas, mais ouais, j'aurais pu. Bon, bref, on va pas. Ouais. C'est pas le Pas débat. Je émission. vais pas répéter ce que tu as dit, Alain, sur les Niners. Globalement, il y a des ingrédients qui ont été retrouvés, en tout cas, un gros jeu au sol, une bonne défense, en effet, pour vraiment refaire de cette équipe une équipe potentiellement dominante, ou en tout cas en bien meilleure forme. Je trouve qu'en attaque, le fait qu'on retrouve un petit peu le Garoppolo d'il y a 2 ans, c'est pas une mauvaise chose. Le côté game manager qui minimise les erreurs, c'est très bien pour San Francisco. Un Brandon Ayuk qu'on voit enfin à son avantage après les nombreuses polémiques en interne autour de son niveau de jeu. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de revenir un petit peu au vert du côté de San Francisco. Il y a des échéances à venir assez intéressantes où il va y avoir des adversaires directs pour la course au playoff à bien négocier. Mais voilà, du côté de San Francisco, en tout cas, on voit l'équipe qu'on aurait dû voir depuis le début de la saison, une équipe beaucoup plus constante. Oui, clairement, du nouveau sur les Jaguars ou pas? Pas trop, hein. Non. Une attaque sans vie. Hein, franchement, les matchs des Jaguars, c'est chaud. Hein, franchement, Dans ce cas-là, on va vous référer aux passionnant. émissions précédentes, bien évidemment. Il y a celle draft, a priori. Oui, voilà, j'allais dire, il va falloir remonter hein, quand même. Et je pense que le top 5 de la draft leur fera pas de mal. Ouais. Oui, ça va être Mais clairement... toujours un Trevor Lawrence décevant et pas de receveur performant sur le jeu profond, notamment. Ça leur fait beaucoup de mal pour faire avancer les chaînes. Ouais. Buccaneers 30, Giants 10, c'était le match de la nuit de lundi à mardi, victoire maîtrisée tranquille pour les Buccaneers pour se relancer. Ils prennent que 215 yards, Rob Gronkowski est de retour, tout va bien quoi. Oui, tout le monde allait bien, notamment la défense. Hein. Ça faisait longtemps que la défense de Tampa n'avait pas fait un tel match aussi appliqué, aussi sérieux, aussi agressif dans les tranchées, notamment, je pense, où ils ont mis la misère à la ligne offensive des Giants. C'est pas les premiers, mais en tout cas, il fallait le faire parce que ces dernières semaines, c'était pas toujours le cas. Le backfield défensif était Antoine Winfield, notamment, fait un énorme match. Non, écoute, ils ont retrouvé le sérieux défensif de l'an dernier. Donc, et en attaque, ça va tout de suite mieux quand Gronkowski est là, je trouve. Globalement, même Brady a l'air mieux. Et Donc, attends qu'Antonio Brown revienne la semaine d'après, et puis là, on est tranquille. Greg, quelque chose à ajouter, ou alors tu veux être celui qui va enterrer les Giants? Bah écoute, je pense que de toute façon c'est plus ou moins lié dans le sens où en effet c'est pas sur l'attaque que j'aurais mis l'emphase mais vraiment sur la défense où il y avait besoin de se rassurer avant tout. On a réussi du côté de cette équipe de Tampa à faire déjouer clairement Daniel Jones qui avait l'air quand même ces dernières semaines de montrer de meilleures choses, en tout cas avec des Giants qui avaient des problèmes de nombreux problèmes de blessures en attaque. Il arrivait malgré tout à montrer une certaine progression. Là ils l'ont éteint du début à la fin. Pas de jeu au sol en plus pour compenser. Donc voilà, forcément, ça a rendu la rencontre beaucoup plus simple pour Tampa. Et ça les remet en tout cas en selle par rapport à des défaites ces dernières semaines qui pouvaient être un peu inquiétantes. Je pense à New Orleans ou Washington notamment. Donc voilà, ça reprend la main très clairement et dans la division et au niveau de la conférence nationale.
Les Eagles 40, Saints 29. Alors là, il n'y a pas trop d'identité de jeu pour l'attaque des Giants. Autant celle des Eagles, elle en a une maintenant, c'est de rouler sur tout le monde. 50 courses, 242 yards, 3 touchdowns. 242 yards, 3 touchdowns, normalement, c'est le passeur en NFL au 21e siècle. Mais non, là, c'est la course. Tout ça pour 24 passes. Donc, on est sur un rapport quand même 24 passes, 50 courses. Il pourrait remonter vers la course au playoff comme ça, mine de rien, Philadelphie. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mine de rien. Mécaniquement, dans le classement, ils remontent des places. Ils ont une défense qui n'est pas toujours excellente, mais qui arrive à faire des coups, à l'image de leur backfield défensif, qui arrive à créer des interceptions de temps en temps. Comme tu dis, je ne sais pas juste. Et puis, quand même, là, ils roulent sur une défense des Saints qui était forte contre la course. Je veux dire, les Saints, c'était point fort contre point fort ce match. Et pour le coup, ils ont complètement gagné celui-là. Donc, tu te demandes quelle défense va réussir vraiment à les stopper au niveau du jeu de course. Ouais, moi je trouve qu'ils remontent bien. Alors jusqu'où, j'en sais rien, mais plus ça va, plus la 7e place me paraît pas déconnante vu la NFC Ah non, actuelle. surtout en NFC, ce que j'allais dire. Là, clairement, j'ai presque envie de dire ce que fait Nick Sirianni avec Jalen Hurts, c'est au minimum ce qu'on devrait voir de McNaghy avec Justin Fields, sans trop s'acharner. En tout cas, on voit qu'il y a clairement une progression avec Nick Sirianni, depuis que Nick Sirianni a été coach avec Jalen Hurts. Au début de la saison, on pouvait se poser des questions. Là, on voit que clairement, il y a une identité qui se dessine en attaque avec ce jeu option très souvent utilisé et qui permet en effet à Jalen Hurts d'avoir des bons espaces. Et puis, je trouve que malgré ça, il y a quand même cette volonté de Sirianni de responsabiliser Hurts à la passe, notamment sur des troisièmes tentatives. On le voit souvent se dire, écoute, on ne va pas rester sur du jeu hyper caricatural où genre, justement, ça va être du jeu au sol, du jeu au sol, du jeu au sol. S'il faut faire lancer Hurts, on va faire lancer Hurts. Et je trouve que c'est bien parce qu'au moins, ça met en confiance ton quarterback. Et voilà, et ça permet aussi d'apporter un peu plus de côté imprévisible où en effet la défense ne sait pas en fonction des situations s'il va lancer ou s'il va courir. Et voilà, et ça se rajoute en plus à un casting assez intéressant. Un Dallas Goedert qui continue de monter en puissance, un Devonta Smith qui a donné quelques torticolis à Marshon Lattimore. Donc franchement, je rejoins Raph. En défense, tout n'est pas parfait, mais en attaque, il y a beaucoup de voyants ouverts du côté de Philadelphie. Du côté des Saints, c'est beaucoup plus difficile. Sans Alvin Kamara, sans Teron Armstead, c'est pas une grande surprise. C'est-à-dire que à partir du moment où ils lâchaient sur leur point fort, vous l'avez dit, qui était le jeu au sol, c'est difficile de les imaginer suivre dans ces conditions-là cette équipe de Philadelphie. Je pense qu'on peut terminer là-dessus avec New Orleans. On les reverra peut-être un peu plus la semaine prochaine. On est d'accord. C'est une équipe là aussi, qui change de visage en fonction des semaines. Mais ouais, là, ils ont perdu Adam Trotman, je crois, sur blessure, leur tight end qui marque un TD ce week-end. Ils n'avaient pas Ryan Ramczyk non plus. Ça fait peut-être un peu trop. Je veux bien que Sean Payton soit un spécialiste offensif, mais au bout d'un moment, c'est pas non plus un magicien. Donc, il va falloir au moins récupérer un minimum de force. Panthers 21, Washington 27, victoire au sol de Washington, au sol également, donc 190 yards en 40 courses. Ils ont bien dominé dans les tranchées, leur défense a aussi réussi 3 sacs, limité les Panthers à 2 sur 9 sur 3e tentative. Ils ont été l'équipe qu'on attendait au début de la saison. Oui, effectivement, tu as raison, c'était un peu ça qu'on attendait, je trouve, là, j'allais dire des feux de Washington. Donc, oui, c'était ça. Mais je trouve que la dynamique est la même depuis 2-3 semaines. On sentait qu'en défense, ça allait un peu mieux. L'attaque, on a un Taylor Heinicke qui fait ce qu'il a à faire. Qui commence en plus à trouver d'autres cibles que Terry McLaurin, ce qui est pas mal maintenant. Parce que ne compter que sur Terry McLaurin, c'était quand même compliqué. Donc non, c'est un bon match, comme tu dis. Moi, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais en début de saison, effectivement. Greg, on a enfin trouvé Washington. Oui, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Raph, mais c'est vrai que alors que depuis le début de la saison, on attend vraiment une défense. Je trouve que c'est l'attaque qui est une assez belle surprise. Et en effet, Tyler Heinicke, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à être clutch, notamment dans la zone rouge. Alors que paradoxalement, par exemple, Antonio Gibson continue de concéder des fumbles malgré les yards qu'il arrive à amasser. Donc oui, offensivement, il y a des choses intéressantes. Ils ont beaucoup de problèmes sur la ligne offensive et ça ne se ressent pas spécialement face à une grosse défense comme celle de Carolina. Donc c'est un peu dommage pour Washington de toujours commencer les saisons au mois de novembre. L'année dernière, ça a suffi. Je ne suis pas sûr que là, au jeu de la division, ça passe, même si on le répète, les places de wildcard restent relativement accessibles. Du côté des Panthers, Cam Newton est-il le meilleur quarterback des Panthers depuis Cam Newton?
Parce qu'en fait, 21 Pas sur impossible. 27, 189 yards de touchdown, 46 Oui, yards de bah, ça touchdown au paraît sol. probable, oui. Il n'a pas à rougir de Teddy Bridgewater et Sam Darnold, en fait. Hein. Non, bah, Arizona, on l'avait vu surtout au jeu au sol, sur le jeu au sol. Bon, après, il venait d'arriver, donc on l'a utilisé sur des jeux assez particuliers. Là, en tout cas, sur le jeu aérien, on voit qu'il se fait plaisir. Hein. Bah Franchement, je ne veux pas dire qu'il est en pré-retraite à se dire, allez, de toute façon, on y va, on se fait plaisir pour la tournée d'adieu sur les terres de mes exploits. Mais en tout cas, ouais, je ne m'attendais pas forcément à un match aussi spectaculaire face à Washington et il y a vraiment contribué. Donc voilà, Carolina, faut peut-être pas les enterrer trop tôt. On voit qu'ils ont une défense capable de les garder dans les matchs. Et avec un Cam Newton qui va continuer de maîtriser le playbook au fil des semaines, ça peut donner une équipe qui reste candidate au playoff. Je vais vous faire une petite news en direct parce que mon téléphone vient de vibrer dans ma poche. Les Giants, pardon, viennent de virer Jason Garrett du poste de coordinateur offensif. Logique. Oui, il n'a pas montré énormément de choses. En tout cas, on en attendait clairement plus. Fusible. Oui, fusible aussi, ouais. Ça, Fusible, hein. Le prochain sur la liste, c'est Joe Judge maintenant. Donc voilà, je dis ça, on y était presque raccord. Vous avez vu, à un match près, ou non, quelques matchs près, là, on y était. Il se faisait pile virer quand on enregistrait sur les Giants, donc c'est dommage. Question de timing, mais ça n'a jamais été son truc, hein, Jason Garrett. C'est raccord. Panthers Washington, on est bon. On va terminer avec Dolphins Jets, 24-17 pour les Dolphins. Désolé de toujours tout ramener à lui, mais est-ce que tu as Tagovailoa été convaincant? 27 sur 33, 273 yards, 2 touchdowns, une interception. Il y a fiche de stats. et il y a impression, ça Voilà. Tu veux nous dire? Ouais. J'ai du mal à être conquis sur l'impression visuelle. C'est quand même une défense des Jets qui est en mode porte ouverte depuis 3, 4, 5 semaines. Enfin, ils étaient sur un rythme là historique où voilà. J'appelle pas ça une victoire rassurante. Non, c'est pas rassurant. Après, bon, il y a pas il y a un jeu au sol moyen, il y a une offensive moyenne. Bon, je sais pas, je trouve qu'il a aussi quelques excuses. Il a quelques excuses à plusieurs niveaux. Il a un coordinateur offensif, donc je suis pas particulièrement fan. Il a des coordinateurs offensifs. Oui, c'est vrai, en plus D, pardon. Bon, je sais pas, je trouve qu'il a des circonstances atténuantes, Tagovailoa, donc bon, moi je demande à voir encore, en fait, tout simplement. Greg. Oui, bah après j'entends ce que tu dis sur la prestation défensive des Jets ces dernières semaines. Après, ils ont le droit de montrer un meilleur visage. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, bon, ils n'ont pas non plus été infamants. Enfin, c'est plus offensivement que les Jets se sont tirés des balles dans le pied avec certaines pertes de balles un peu fâcheuses en zone rouge, un kicker pas vraiment inspiré. C'est pas le seul cette saison, mais en l'occurrence, sur des matchs un peu serrés comme ça coûte cher. Bon, ça confirme en tout cas la victoire de Miami contre Baltimore pour éventuellement essayer de se remettre un petit peu dans le bon sens après un début de saison délicat et un gros calendrier pour démarrer. Voilà, je pense qu'on va essayer pour Brian Flores de bien finir cet exercice et de repartir sur certains fondamentaux. Mais c'est sûr que voilà, pour Tua Tagovailoa, il faudra peut-être être un peu plus spectaculaire. C'est sûr que là, pour l'instant, ça reste très game manager dans l'esprit. Mais en tout cas, ça a suffi à gagner ces dernières semaines. Les Jets, la bonne nouvelle. Alors, bon, il y a Elijah Wood qui a une bonne nouvelle. Parce qu'il fait des trucs sympas. Elijah Moore, pardon. Je confonds avec un acteur, non bref. Et bref, l'autre bonne nouvelle, c'est quand même qu'ils ont actuellement le 2e et le 5e choix de la draft. Grâce à Jamal Adams. Grâce aux Seahawks, tout à fait. Grâce aux Seahawks. Comme quoi, Jamal Adams va finir par devenir une vedette chez les Jets et ces derniers mois, on ne l'aurait pas parié. Ouais, comment dire, l'ordre, on vous met l'ordre de la draft après chaque journée maintenant, quand on arrive en fin d'année comme ça. Les équipes de New York sont impériales à ce classement-là parce qu'avec les choix donnés, ils ont 4 choix pour les 2 équipes de New York sur les 7 premiers. C'est-à-dire, il y a 2 pour les Giants et 2 pour les Jets dans les 7 premiers choix de la draft. Ce qui est quand même, de mémoire récente, plutôt du jamais vu, quoi. On doit avoir la banane du côté de la grosse pomme. Allez, sur ce bon mot, on va passer au flop. Le jeu de mots corbeille de fruits est évidemment validé. Le top, allez, Grégory, parce que tu es chaud. Oh, c'est gentil. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, les Eagles, ne serait-ce que pour l'identité qu'arrive à mettre en place Nick Sirianni, c'est principalement ce qu'on recherche. On arrive à avoir la patte qu'il installe dans cette équipe, non content de faire de Jalen Hurts un quarterback potable.
alors qu'il présentait beaucoup de points d'interrogation lors de sa draft. Voilà, il en fait en plus un quarterback capable de faire gagner son équipe et d'être vraiment un playmaker. Donc voilà, forcément kudos pour lui, comme on dit. Et voilà, les Eagles à surveiller d'ici la fin de la saison régulière. J'aime bien ces équipes qui décident d'aller au sol, qui le font et qui y arrivent. Je sais pas, j'ai un truc avec ce truc-là, ça me plaît bien aussi. Raphaël. Eh ben, j'en ai parlé, donc je vais aller vite aussi, mais Cliff Kingsbury, on avait par le passé questionné un peu, on s'interrogeait sur Kingsbury, mais mine de rien, quand tu regardes les chiffres, depuis son arrivée, les Cardinals ont des victoires en plus chaque saison. Cette année, sauf accident industriel, ils battront encore leur meilleur record. Donc, ça progresse d'année en année depuis qu'il est là. Là, avec Kyler Murray, il avait commencé à trouver vraiment le vrai régime en attaque, avec un jeu quand même en plus assez divertissant. Donc, je pense qu'il va se rapprocher du titre de coach de l'année. Et il y a un peu plus de mi-saison, ça me paraît pas démérité quand même. Moi, j'ai dit que j'aimais bien les équipes qui couraient, donc Jonathan Taylor, c'est forcément un top de la semaine, mais j'ai une petite pensée pour Chris Jones quand même, qui serait peut-être probablement encore plus une star s'il n'était pas dans l'équipe de Patrick Mahomes, parce que défensivement, c'est parmi ce qui se fait de mieux quoi, en NFL. Je vois pas, enfin, tu vois, il est peut-être top 5, top 10 des défenseurs en NFL. En tout cas, sur les lignes, si on prend les lignes, il est top 5. Voilà, ligne, il est top 5. C'est pour ça que je dis top 5, top 10, parce qu'après, je me dis, j'oublie peut-être un corner, un safety. Mais voilà, Chris Jones, ça me paraît être un top solide. Le flop, Greg. J'en ai pas tant que ça de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, la situation autour des Bears. On parle beaucoup de la situation de Matt Nagy, mais ouais, Ryan Pace aussi, le general manager, c'est fort possible qu'il soit dans la charrette à la fin de la saison. C'est vrai aussi. Raphaël. Les Bills, parce que pour le moment, je pense que c'est la déception de la saison à titre personnel. On l'a dit, j'imaginais ça beaucoup plus fort et vraiment, je les voyais au coude à coude pour prendre la tête de l'AFC. Techniquement, ils pourraient encore finir premier de l'AFC, mais pas de cette manière-là. Je crois en avant-saison, je les avais à 14-3. Voilà, et surtout, je ne comprends pas très bien en plus le pourquoi du comment, parce que l'effectif me semblait s'être renforcé globalement, les coachs sont les mêmes, donc bon, ouais, c'est mon flop de cet épisode et presque mon flop de mi-saison, on va dire. Non, mais oui, c'est vrai qu'on les attendait, certains d'entre nous les avaient au Super Bowl, au titre, loin, donc clairement, ça fait partie des déceptions. Je trouvais pas de flop et en fait j'ai vraiment eu mal en voyant Matt Ryan. Greg, je suis désolé d'en rajouter, mais je me disais qu'il doit être triste quand il voit Matt Stafford. Il se dit qu'il aurait peut-être aimé être ce mec là qui avait une chance d'aller au soleil avec un meilleur Matt Stafford entourage. Il galère un peu en ce moment quand même. Ouais, enfin il est quand même si je peux me permettre. Dans un autre type d'équipe. Oui, ça. Je vais pas non, mais je dis pas qu'il aurait aimé être dans la peau de Matt Stafford, mais être à sa place. Faut que ça tourne. Je pense que Matt Stafford, il était un peu nostalgique quand il voyait Ryan jouer au mois de janvier. Mais oui, je suis d'accord avec toi. En effet, oui, malheureusement, c'est pas une super fin de carrière si ça persiste cette année et l'année prochaine. Ouais, parce que je trouve qu'il méritait mieux. Et en fait, le problème, c'est que je vois pas de perspective à court terme pour vraiment le sortir de là. Et donc, j'ai pas envie de le voir galérer pendant 3-4 ans, quoi. Et vraiment, tu vois, en fond de tableau, à faire ça toutes les semaines. C'est pas très, très intéressant pour un mec qui a joué le Super Bowl, quoi. On est d'accord. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 453 du podcast Jeune Actu. L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures, accessoires. Et n'oubliez pas qu'ils ont aussi des maillots et des casquettes NFL. On vous remercie de nous écouter. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, on remercie Guigui, Marc, Alizobas, Marie, Pat CH, Fabien et Chogo. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu et Instagram @JeunActu en entier, @Yellow Radio, ça pour Greg, @Raphaël_TDA pour Raphaël et @Alamatei pour moi-même. Tout ça, c'est sur Twitter. Et le site, évidemment, c'est tdactu.com. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci. Le générique est là. On se retrouve jeudi pour l'émission preview et jeudi 20h en direct pour Thanksgiving sur notre chaîne YouTube. À jeudi. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.